Ma nièce a répété que sa mère disait que je n'étais personne. Le soir, mon père a demandé si je payerais demain. J'ai répondu qu'ils payeraient eux-mêmes. Le lendemain, panique totale. Suite à venir. Le soleil brillait à travers les rideaux colorés de la cuisine, se reflétait sur la vieille table en bois et semblait même imprégner ma peau. Tel était le tableau transparent de ce dimanche, de ceux qui restent gravés dans la mémoire avec un léger malaise. Je m'appelle Selenia, j'ai 31 ans et je suis traductrice. L'italien, l'espagnol, le français et l'anglais sont mes bouées de sauvetage personnel, mais dans cette maison, elles n'avaient aucune valeur. Mes parents avaient tout réparti depuis longtemps, mes responsabilités, leurs attentes, même mon droit à la parole. Tout semblait avoir été prévu à l'avance. Tout a commencé par des blagues, celles qui rongent l'être humain de l'intérieur, comme l'eau ronge la pierre. Cassandra, ma sœur aînée, a organisé une séance de bon voisinage. Elle a répandu des pics sur ma vie sans nuage dans le monde des textes et des mots, avec un sourire léger mais les yeux brillants de méchanceté. Sa fille de 7 ans, Linor, copiait obstinément ses manières, tout à fait sincèrement en jouant aux conversations d'adultes à la table de fête. À côté, Gordon, mon père, toujours silencieux, avec cette habitude typiquement américaine de ne pas intervenir, mais simplement de piquer sa viande avec sa fourchette et d'attendre que tout passe. L'ambiance du dîner était tranquille, moqueuse. Devin, le petit ami de Cassandra, vendeur de voitures, racontait des anecdotes sur son travail, discutant de temps en temps avec Gordon des crédits et des remises. Maman, Ayla, levait simplement les yeux au ciel à mes réponses sur mon nouveau projet et me suggérait gentiment de revenir à une vie normale, avec un mari et des enfants, et non pas ces aventures linguistiques maçonniques. Chaque plaisanterie qui sortait de sa bouche me coupait un morceau de mon estime de moi-même, aussi délicatement qu'on dénude d'une chaise qui craque depuis longtemps. J'essayais de garder mon équilibre, j'expliquais que je traduisais des textes pour des cabinets d'avocats et des startups espagnoles, que le travail était difficile mais prometteur. Cassandre levait les yeux au ciel encore plus souvent que sa fille, comme si de telles explications pouvaient surprendre quelqu'un. Mais le principal rituel d'humiliation est survenu lorsqu'elle a apporté deux bols à table, un pour les adultes et un pour les d'enfants. Je n'y avais pas prêté attention jusqu'à ce que Linor dise ouvertement: Tu ne peux pas t'asseoir avec nous, maman a dit que tu n'étais personne. Cette phrase a été prononcée trop fort, trop directement. La douleur m'a transpercé instantanément comme une lame sur du papier. Le premier instant a été immobile, presque stérile, puis tout le monde a éclaté de rire. Ma mère s'est couvert la bouche, mon père a même essuyé ses larmes de rire. Le fils de Devina a fixé son téléphone d'un air stupide et Cassandra a répété à voix haute quelque chose comme: Les enfants sont parfois trop sincères, n'est-ce pas? J'étais tellement bouleversée que j'avais envie de crier ou du moins de retenir mon souffle, mais je me suis simplement levée et je suis sortie dans le couloir, enfilant mon imperméable de manière presque mécanique. Ils ne remarquèrent pas mon départ. La porte derrière moi fit écho au rire qui continuait à table. Il faisait anormalement chaud dehors, le bus roula longtemps à vide et j'avais l'impression de porter dans ma poche un poids invisible de honte, un poids qui finit par s'échapper à l'extérieur. Je suis entrée dans ma chambre, je me suis assise longtemps sur mon lit et j'ai regardé le plafond. Mon téléphone vibrait avec des messages de mes amis et collègues, mais aucun de ma famille. Le lendemain soir, le silence a été rompu par un: Le paiement doit toujours être effectué demain, sec de mon père. Pas un mot d'explication, pas un pardon. Je regardais sur l'écran et je ne reconnaissais pas cet homme qui, pendant des décennies, n'avait su que attendre que le plan soit exécuté. Pour la première fois, j'ai écrit franchement: Débrouillez-vous. Mon père a lu le message pendant 5 minutes sans répondre. J'ai bloqué le chat familial, j'ai ressenti une indifférence sourde et amère. Le lendemain matin, ma mère n'arrêtait pas d'appeler: Le paiement n'est pas arrivé. Que devons-nous faire? Nous allons être pénalisés. Tout va s'écrouler. Comment peux-tu faire ça? Je n'ai pas répondu. Je suis allée travailler machinalement, répétant les phrases habituelles: Les affaires et l'amour sont incompatibles, et devinant avec tristesse entre les lignes qui je suis. Après le déjeuner, Cassandre m'a écrit sur Messenger que j'étais égoïste, malhonnête et ingrate, que personne n'avait aboli le devoir familial. J'ai éteint mon téléphone et je me suis permis de croire, ne serait-ce que pour un instant, que je pouvais vivre pour moi-même. Au lieu d'un soulagement, j'ai ressenti de l'anxiété, mais aussi quelque chose qui ressemblait à une première bouffée d'air pur. Le soir, pour la première fois depuis de nombreuses années, j'ai eu envie de fuir non seulement eux, mais aussi moi-même. Sur la table de la cuisine, l'écran de mon ordinateur portable clignotait, affichant des dizaines de messages non lus. Je n'en ai ouvert aucun, et au milieu de la nuit, une seule pensée qui me hantait depuis une quinzaine d'années a commencé à tourner en boucle dans ma tête. Si je ne revenais plus jamais dans cette maison, quelqu'un le remarquerait-il? Les matins des 2 dernières semaines se ressemblaient. Le café refroidissait dans ma tasse, même si je me souvenais de lui. Mon bureau était encombré de délais à respecter, mais le sentiment: il faut travailler, il faut subvenir à ses besoins, était moins fort que celui, plus important: il faut être responsable de quelque chose d'autre.
Cependant, chaque jour, la fatigue augmentait, l'argent ressemblait davantage à un fouet qu'à un filet de sécurité. J'étais fière de réaliser simultanément deux grands projets, la traduction judiciaire d'une affaire pénale complexe de l'espagnol et la traduction littéraire d'un roman contemporain de l'italien, mais mon épuisement intérieur atteignait des sommets. Je perfectionnais mon travail, j'acceptais de nouveaux clients et à la maison, un silence assourdissant m'attendait, sans aucun appel téléphonique de ma famille. Et pourtant, peu importe combien je gagnais et tout ce que j'accomplissais, je restais aspirée dans un trou noir de vide que nul rapport financier ne pouvait combler. Les premiers jours après ce dîner familial tendu, je me surprenais à essayer de ne pas penser ni aux émotions, ni aux devoirs. Et puis, quelque chose a commencé qui m'a mise plus en colère que n'importe quelle dispute ouverte. Des lettres de cousines éloignées et d'une grand-tante du Texas sont arrivées par la poste. Le texte était vague, mais le sens était clair. C'est bien que Cassandra te soutienne financièrement, car c'est difficile pour une femme seule. Tu as bien fait de ne pas hésiter à demander de l'aide à ta famille. L'essentiel est de ne pas perdre le contact. Des allusions similaires sont apparues dans les commentaires sous les photos de famille. Je relisais cela et je ne comprenais pas. Est-ce que tout le monde pense vraiment que je suis une investisseuse à long terme dans ma propre incapacité? Sur la vague de ce sentiment de substitution de la réalité, j'ai cherché une issue dans le cercle de sauvetage habituel de la communication professionnelle. C'est ainsi que je suis tombée sur le réseau de traducteurs. C'était un endroit froid, cynique et impartial. Dans le chat de groupe pour les professionnels de la traduction, j'ai remarqué Jorin pour la première fois. Un éditeur du Michigan correct, ambigu, trop attentif aux détails, comme un consultant en négociation de crise et pas seulement un linguiste. Lorsque je me suis enfin détachée des drames financiers et que j'ai osé lui envoyer un message privé, notre conversation s'est engagée facilement. Je faisais des blagues sur la traduction de brevets, il répondait en ironisant sur les scènes d'amour dans les romans qu'il éditait. Au cours de la deuxième semaine de notre rencontre, il a mentionné Ted, un garçon de 10 ans qui a vécu plus que certains adultes, comme le disait son père, et qui, après le divorce, craint toute nouvelle femme dans la vie de son père. J'étais à la fois intriguée et inquiète. J'avais peur d'aller plus loin, mais je sentais que j'avais quelqu'un à qui parler. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un partageait ses doutes plutôt que ses exigences, et c'était une sensation presque physiquement nouvelle. Les lettres de travail se succédaient, l'affaire judiciaire est devenue plus complexe. Les témoignages devaient être traduits de l'espagnol émotionnel, non pas vers l'anglais, mais vers le langage juridique officiel où les sous-entendus cachés pouvaient changer la substance du verdict. Je me suis plongée dans l'analyse de la topographie des manipulations dans les textes, établissant parfois des parallèles avec ma propre vie. Lorsque je manquais de force, je passais au roman, et là aussi apparaissaient des thèmes de trahison, de crise financière et de dette envers la famille. Je me surprenais à avoir une peur idiote. Et si, dans la prose contemporaine, les héroïnes étaient elles aussi condamnées à dépendre de l'opinion des autres? Jorin et moi correspondions de plus en plus longtemps, nous nous dévoilions non pas à travers des comment ça va, mais à travers des réflexions isolées. Il me demandait comment se disait amour en italien et je plaisantais de manière obsessionnelle sur la façon dont la langue finnoise sauvait du romantisme. À un moment donné, il a écrit qu'il ne voulait pas mélanger les canaux professionnels et personnels, qu'il n'était prêt à communiquer que lorsque j'en avais également envie et que, je le répète, il n'osait pas s'engager dans une nouvelle relation sans s'assurer que tout était sûr. Pendant ce temps, ma famille a commencé à me bombarder non plus de demandes, mais d'agressions passives. Chaque soir, ma mère m'envoyait des messages passifs, agressifs du genre: on a encore assez d'argent pour l'instant, mais tu sais bien que sans toi, tout s'écroule. Ou Cassandre s'inquiète beaucoup pour toi, elle dit que si tu as besoin de quoi que ce soit, elle sera toujours là pour t'aider. C'était triste à en pleurer. Je savais très bien à qui j'avais versé de l'argent toutes ces dernières années et qui avait réellement sorti mes parents de leurs dettes après un plâtre malheureux ou une panne d'électroménager. Une ou deux fois pendant ces jours-là, j'ai réussi à échanger quelques mots avec Eva, une vieille amie de mes années d'études. Elle m'a fait remarquer sèchement: si tu veux jouer sur deux tableaux, tu te retrouveras seule au milieu de la pièce. Eva ne connaissait pas les détails, mais son raisonnement était imparable. Mais les contours de la famille ne me laissaient pas tranquille. Plus je me plongeais dans des relations en dehors de la famille, plus je comprenais clairement qu'ils vivaient dans une réalité parallèle, où j'étais automatiquement coupable et où ma vie réelle n'intéressait personne. Un soir, avec Jorin, nous avons abordé le sujet des dettes familiales et des manipulations psychologiques. Il a honnêtement admis que son ex-femme était également retenue par le sens du devoir envers sa mère, et que ce devoir s'était transformé en un don occulte, transformant les soirées familiales en un théâtre économique de l'absurde. Je n'ai jamais aimé me plaindre, mais cette fois-ci, je lui ai écrit, de manière trop franche: je me sens mieux depuis que j'ai quitté mes parents, mais le sentiment de culpabilité continue de me serrer l'estomac au point qu'il m'est difficile de me réveiller. Ce n'est pas à cause de l'argent, mais à cause de ce vecteur d'attente sans fin. La réponse ne s'est pas fait attendre. Je ne connais pas ta douleur, mais merci de m'avoir écrit. L'argent ne détermine que le mode de vie, mais jamais la personne. Parfois, c'est le poids du passé qui nous permet de tenir debout et non la femme ou l'homme à nos côtés. Il était ce mur sur lequel on n'avait pas besoin de s'appuyer, mais sur lequel on pouvait vraiment s'appuyer. Il est caractéristique que ce soit précisément cette nuit-là qu'un nouveau message de ma mère soit arrivé. Ne m'en veux pas, ma fille, tu sais combien c'est difficile pour nous en ce moment. Tu comprends tout, n'est-ce pas?
J'ai longuement réfléchi à ces mots et j'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une demande d'aide, mais d'un signal pour relancer les anciens scénarios. La fissure, qui n'était autrefois qu'un petit défaut dans notre idylle, a commencé à s'agrandir, se transformant en une véritable faille. Je ne savais pas encore quoi faire, mais pour la première fois, j'ai clairement compris que sans la vérité sur moi-même et mes limites, je ne pourrais pas survivre. Le téléphone a sonné au milieu d'une phrase de travail, quelque part entre le témoignage sur le vol d'une camionnette et la remarque sèche du juge. Je me suis arrêtée machinalement au milieu d'une phrase, mon regard s'est posé sur l'écran maman. J'avais l'impression que quelqu'un avait ouvert les vieilles fenêtres de la pièce, laissant entrer un courant d'air de ma vie passée. J'ai longtemps hésité, mais mon doigt s'est tendu vers le bouton accepter. La voix d'Ayla crépitait comme un poste de radio bon marché dans un garage. Elle parlait vite, s'étouffant avec les mots Gordon gagnait un peu d'argent chez un ami, il aidait simplement avec les voitures, et qu'un accident s'était produit là-bas. Il s'était glissé sur le sol recouvert d'huile, avait fait une mauvaise chute, avec pour résultat une fracture du tibia, un plâtre, des béquilles et plus de travail pour les prochains mois, ma fille, tu comprends? Crédit, facture, médicaments, elle énumérait tout cela comme la liste des ingrédients d'un plat que quelqu'un d'autre doit cuisiner. C'est pour longtemps, ai-je demandé, même si je connaissais déjà la réponse. Le médecin dit que ce sera au moins plusieurs mois, a gémi ma mère. Et nous avons des dettes, tu sais. Ton père et moi pensions nous remettre un peu sur pied. Il gagnait bien sa vie là-bas, mais maintenant c'est fini. Ma fille, aide-nous une dernière fois. Je te jure que tout changera ensuite. Les choses seront plus faciles après. Les mots une dernière fois m'ont particulièrement blessée. On me les avait répétés si souvent qu'on aurait pu les graver sur le blason familial. Mais il y avait quelque chose d'authentique dans sa voix, de la panique, de la confusion et non la note manipulatrice habituelle. Je suis restée silencieuse et ma mère a continué. Je sais que tu es en colère à cause de ce déjeuner. Cassandre plaisantait, Linor a répété, les enfants ne comprennent pas. Tu ne vas pas nous punir, cette jambe, ce plâtre. Ma fille, s'il te plaît, cette fois-ci, nous n'y arriverons vraiment pas tout seuls. Je n'ai pas raccroché tout de suite. Après la conversation, je suis restée assise à table, les yeux rivés sur l'écran, où une phrase inachevée s'interrompait sur le mot responsabilité. Un mot très juste, presque trop. Je me suis levée, j'ai fait le tour de l'appartement, je suis revenue et j'ai finalement ouvert l'application bancaire. Les chiffres à l'écran semblaient humiliants. J'avais assez pour régler d'un seul coup leur dette en souffrance et encore payer plusieurs mois de leur vie en mode économie. Mais chaque chiffre semblait résonner, me rappelant que ce n'était pas seulement de l'argent, mais aussi une autre illusion achetée, celle qu'on me remarquerait. Après une heure d'hésitation, j'ai finalement appuyé sur transférer. J'ai réglé la dette en retard par un paiement séparé et j'ai transféré le montant pour les dépenses, qui m'a donné un spasme dans la gorge. Dans la note, j'ai écrit pour les soins et les factures. C'était un peu écœurant, non pas à cause du montant, mais parce que j'avais encore échoué à mon examen intérieur sur les limites. J'ai envoyé un message à ma mère tard dans la soirée. Bref, sans fioriture, pour lui dire que le virement avait été effectué et qu'elle pouvait vérifier. La réponse est arrivée instantanément, également sans ponctuation. Ma fille, tu es notre ange, tu nous as sauvés, j'ai toujours su que tu n'étais pas comme on le dit. C'est cette dernière partie, comme on le dit, qui m'a poussée dans un gouffre encore plus sombre. Qui exactement et qu'est-ce qui a été dit? Et où suis-je et où est seule leur version de moi? Les jours suivants, j'ai travaillé encore plus que d'habitude. Le projet juridique approchait de son apogée, les témoignages espagnols me tombaient dessus comme une pluie sale. Mensonges, demi-vérité, manipulation, chaque mot avait son importance. Je me surprenais à penser avec ironie que j'étais devenue une experte en falsification des faits, mais que dans la vie réelle, je continuais à laisser les autres réécrire mon histoire à leur convenance. Je voyais Jory en ligne presque tous les jours. Il me racontait comment Ted s'était intéressé à l'espagnol et lui demandait le sens de certains mots, et lui, à son tour, me demandait les bonnes variantes en argot. Un soir, il a remarqué mon détachement et m'a demandé honnêtement: On dirait que tu me traduis un texte que tu détestes. Que s'est-il passé? J'ai osé dire la vérité sans sarcasme à propos de ma jambe cassée, des factures à payer, de cette dernière fois. Que j'avais encore sauvé en quelqu'un et que maintenant quelque chose en moi se brisait à l'idée que ce n'était que le début. Il était resté longtemps silencieux, puis a répondu calmement que parfois nous faisons un pas en arrière, non pas parce que nous sommes faibles, mais parce que nous sommes restés trop longtemps au même endroit et que nous avons peur de bouger. Quelques jours se sont encore écoulés avant que je me décide à aller chez mes parents. Officiellement, la visite avait pour but de rendre visite à Gordon, mais en réalité, j'y allais pour voir les conséquences de ma propre faiblesse. La maison m'a accueilli avec le même mélange d'odeurs familières. Pommes de terre rôties, vieux meubles et désodorisants trop forts. Mon père était assis dans le salon, le pied plâtré du genou à la cheville. La jambe posée sur des coussins, la télévision allumée sur une chaîne sportive. Son visage exprimait moins de la gratitude que la colère refoulée d'un homme qui s'était soudainement retrouvé dépendant. Oh, regardez, la traductrice est arrivée, cria Cassandra depuis la cuisine. Elle est sûrement venue apporter ses honoraires. Je fis semblant de ne pas l'entendre. Ma mère s'affairait, apportait du thé, des comprimés, soupirait profondément en me voyant, comme si j'étais une policière venue faire une inspection. Et ce n'est que lorsque je me suis assise sur le bord du canapé que Gordon a brièvement hoché la tête. Merci pour l'argent, a-t-il dit sèchement. Sans toi, nous ne nous en serions pas sortis.
Il n'y avait pas d'humiliation dans sa voix, plutôt une constatation de fait, mais au lieu de chaleur, j'ai été envahie par un sentiment étrange, comme si j'avais rempli ma fonction, celle d'une ligne de crédit ou d'une assurance. Personne ne m'a demandé comment j'allais, personne ne s'est intéressé à mes difficultés. Au bout de quelques minutes, j'ai remarqué le premier détail qui ne cadrait pas avec le désastre financier total. Sur la table de la cuisine se trouvait le nouveau téléphone de Cassandra, pas le dernier cri, mais nettement plus cher que celui qu'elle avait il y a encore un mois. Dans le couloir, il y avait de nouvelles baskets pour Linor et dans le salon, un téléviseur plus grand que celui dont je me souvenais. On aurait pu mettre cela sur le compte d'achat ancien, mais les plombs et les autocollants de garantie récente indiquaient le contraire. Lorsque Cassandra est entrée dans la pièce, elle a ostensiblement laissé son nouveau téléphone sur la table basse comme par hasard. L'écran s'est allumé, affichant une notification concernant une promotion. J'ai remarqué une lueur dans ses yeux, non pas due à la joie de l'achat, mais à son sentiment d'impunité. Tu ne nous en veux pas d'avoir un peu utilisé ton aide, n'est-ce pas a-t-elle lancé comme pour plaisanter. Linor avait besoin de nouvelles baskets, les anciennes lui serraient chez les pieds. Et moi, tu sais, j'ai besoin d'un téléphone pour mon travail. Moi aussi, j'essaie de garder la tête hors de l'eau. J'ai senti quelque chose monter lentement, mais sûrement en moi. Ma mère s'est empressée d'apaiser les tensions. Allons, Cass, n'exagère pas. Sélénia comprend bien que la famille, c'est un budget commun. Nous faisons tout pour tout le monde. Budget commun, une belle formulation étant donné que dans ce budget, seuls mes virements étaient en fait communs. Je suis sortie dans la cour sous prétexte de prendre l'air. C'était plus facile que d'entamer une conversation pour laquelle je n'étais pas encore prête. Dans la cour, il y avait une vieille chaise en plastique. Je m'y suis assise en regardant par la fenêtre de la cuisine. Le vent apportait des bribes de conversation provenant de la fenêtre entr'ouverte. On entendait la voix de Cassandra comme si elle parlait délibérément plus fort. Détends-toi, maman, je te l'ai dit. Joue la carte de la pitié et elle trouvera tout toute seule, que ce soit la moitié de son salaire ou la totalité. Elle est toujours prête à tout, disait Cassandra sur le ton qu'on utilise habituellement pour donner les prévisions météo. L'essentiel, c'est de ne pas lui laisser le temps de réfléchir. Nous avons maintenant 2 mois pour trouver une solution. La voix de ma mère était sourde, mais elle sera encore vexée si elle l'apprend. Comment pourrait-elle l'apprendre? Tu ne lui diras pas. Eh bien, ne lui dis pas. Dis-lui simplement que les médicaments de ton père ont augmenté, c'est tout, rétorqua Cassandre. Sélénia ne demande pas les reçus. Le plus important pour elle, c'est de se sentir comme une bonne fille. Elle a toujours été comme ça, n'est-ce pas? Je n'ai pas entendu la suite, mon esprit était en ébullition. Chacune de ces phrases semblait arracher de moi les vieilles couches d'aveuglement. J'ai soudain vu très clairement le schéma. Elle peint un tableau catastrophique, ma mère l'alimente avec ses larmes et ses dernières fois. J'ouvre docilement mon porte-monnaie, puis elles se répartissent en cet argent comme bon leur semble et ajoutent en plus leur légende pour les proches sur la sœur ratée que la brillante Cassandra maintient à flot. Je me tenais sous la fenêtre et je ressentais non seulement de la colère, mais aussi quelque chose qui ressemblait à une prise de conscience froide et glaciale. Il s'avère que je ne suis pas une victime, mais une ressource pratique. Pas une fille, mais un service bancaire sans fin. Quand je suis rentrée à la maison, mon père zappait entre les chaînes, ma mère était coincée entre la cuisine et le couloir, Cassandra faisait semblant de fouiller dans ses téléphones. Je l'ai regardée et j'ai soudain compris, si je me taisais maintenant, ce jeu ne finirait jamais. Il ne changerait pas. Soit je brisais le scénario, soit je restais dedans jusqu'à la fin de mes jours. Je me suis placée au milieu du salon, les mots se sont formés d'eux-mêmes, sans plan préalable, mais très clairement. Je vous ai aidé cette fois-ci. J'ai remboursé la dette, j'ai donné de l'argent pour plusieurs mois. C'était mon choix, mais c'était mon dernier geste financier. Vous n'obtiendrez plus d'argent de ma part. Un silence bref, presque physique, s'est installé dans la pièce. Les yeux de ma mère se sont arrondis, Gordon s'est figé, la télécommande à la main, Cassandra a lentement posé son téléphone sur la table et a serré les lèvres. Je ne savais pas encore qui allait parler en premier ni comment tout cela allait se terminer, mais je sentais qu'après leur prochaine phrase, il n'y aurait plus de retour en arrière possible. La réaction était prévisible et a tout de même touché un point sensible. C'est Cassandra qui a pris la parole en premier, bien sûr, avec cette même bravade nerveuse derrière laquelle elle cache toujours sa peur de perdre le contrôle. Oh, écoutez, nous avons une révolutionnaire ici, dit-elle en croisant les bras sur sa poitrine. Tu envisages de te libérer de tes obligations familiales, tu as donné de l'argent une fois et c'est déjà le dernier geste. Casse, ça suffit. Maman tressaillit, mais seulement un instant. Sélénia est juste fatiguée, elle a aussi sa vie. Elle est toujours fatiguée, rétorqua sa sœur. Fatiguée d'aider, fatiguée de venir, fatiguée d'écouter. C'est pratique quand la fatigue vous dégage de toute responsabilité, n'est-ce pas, celle? Je la regardais et me demandais comment ma propre sœur pouvait dire cela avec autant d'assurance, comme si elle lisait un scénario tout prêt. C'était peut-être le cas, le scénario avait été écrit depuis longtemps et je ne faisais que jouer mon rôle consciencieusement. J'ai entendu ce que tu as dit à maman dans la cuisine, ai-je finalement répondu calmement, que tu devais jouer la carte de la pitié et que je trouverais encore de l'argent car je m'en sors toujours. Alors oui, tu as raison, je suis vraiment fatiguée. Fatiguée de financer les manipulations des autres. Le regard de maman s'est détourné. Gordon, qui regardait jusqu'alors la télévision en silence, a finalement posé ses yeux bleus sur moi. Il n'y avait pas de colère dans son regard, plutôt de la surprise mêlée à l'offense d'un homme adulte à qui on venait de rappeler qu'il n'était pas tout puissant. Tu as mal entendu, soupira doucement Ayla, serrant la serviette dans ses mains. Nous parlions simplement avec émotion. Tu connais Cassandra, elle parle avant de réfléchir. Elle n'avait jamais l'intention, si elle l'avait.
L'interrompit Cassandra brusquement, et elle l'a toujours. Tu l'as dit toi-même, maman, elle a toujours été plus responsable. Je constate simplement un fait, nous sommes tous assis ici et elle a décidé de faire des caprices. D'accord, mais pas besoin de dramatiser celle, tu peux simplement refuser sans faire la morale. Ce n'est pas une leçon, sentis-je ma voix devenir plus calme que je ne l'aurais souhaité. C'est une explication. Je ne dis pas que vous êtes de mauvaises personnes, mais je ne vais plus ouvrir mon portefeuille. Je peux vous aider à trouver un logement moins cher, à négocier une restructuration de votre dette, à trouver des conseils juridiques gratuits, énumérai-je d'un ton presque professionnel, comme une liste de services. Mais je n'aurai plus d'argent. Ma mère s'est affaissée sur le bord de sa chaise comme si ses jambes avaient fléchi. Ma fille, tu sais bien que nous n'avons pas l'habitude de demander de l'aide à qui que ce soit, sauf à toi, a-t-elle dit. Nous n'avons pas de relation, pas de profession, pas de langue. Tu es la seule sur qui nous pouvons compter, tu es notre enfant. Et de qui suis-je l'enfant demandai-je. Qui a jamais été mon seul soutien? Le silence s'installa. Mon père s'éclaircit la gorge, regarda par la fenêtre où les rayons du soleil laissaient encore des traces sur les vitres. Tu parles comme si nous te devions quelque chose, dit-il enfin. Nous t'avons élevé, nous t'avons éduqué, nous avons vécu comme nous avons pu. Tu as toujours été plus intelligente, plus douée, c'est normal que tu gagnes plus. Une famille, c'est une famille qui aide les plus faibles. Il disait cela sans agressivité, il exprimait simplement sa vision du monde où tout semblait logique. Seulement, dans cette vision, j'étais automatiquement classée dans la catégorie ressources et eux dans la catégorie faible. Donc la question de savoir qui devait quoi à qui n'était même pas discutée. Le problème, papa, c'est que je ne me suis pas contentée d'aider, ai-je inspiré profondément, j'ai fait tout cela pendant des années. Et personne ne m'a demandé si j'avais moi-même un filet de sécurité, un projet, une vie. On ne m'a pas laissé le choix. Il n'y avait que tu comprends bien et comment pourrait-il en être autrement. Une famille, ce n'est pas une personne qui paie sans fin, tandis que tous les autres trouvent cela normal. N'exagère pas, a lancé ma mère d'un ton las. Dans toute famille, certains en font plus que d'autres. Tu prends tout cela de manière très émotionnelle. Ce mot, émotionnel, était une arme ancienne dans notre famille. On s'en servait pour balayer toutes mes protestations depuis mon adolescence. Ce n'est que maintenant que j'ai soudain compris à quel point il était pratique pour ceux qui ne voulaient rien changer. Ce ne sont pas des émotions, ce sont des limites, dis-je. Je ne dis pas que vous devez mourir de faim, je dis que je ne peux plus payer pour votre incapacité à changer quelque chose dans votre vie. Et je ne veux pas. Cassandre a rétorqué, eh bien tu veux simplement que nous débrouillions nous-mêmes ce que tu as aussi contribué à créer. C'est toi qui as contracté ce crédit. À votre demande, ai-je précisé, parce qu'on m'a dit à l'époque que sans moi, vous n'obtiendriez tout simplement pas ce crédit et que c'était une chance de sortir du trou. Et nous y sommes toujours, même si moi je suis déjà sortie de ce trou. Ma mère a nerveusement redressé la nappe, comme si elle s'agrippait au tissu pour ne pas tomber. Bon, a-t-elle finalement dit, faisons comme ça. Tu vas nous aider à trouver, comme tu dis, un logement moins cher ou quelque chose comme ça. Mais cette maison, c'est notre vie. Tu veux vraiment qu'on nous expulse d'ici? J'ai regardé les murs couverts de vieilles photos. Cassandra et moi, petites, dans des robes bon marché, Gordon, jeune, brun, maman avec une coiffure bouffante, tout cela faisait partie de mon passé, mais ne devait pas faire partie de mon avenir. Je ne veux rien vous faire, ai-je répondu doucement. Je ne veux simplement plus payer pour que vous restiez ici où vous souffrez, mais où vous êtes à l'aise. Si cette maison est si sacrée pour vous, adressez-vous à d'autres. Dites la vérité à vos proches, dites-leur combien je vous ai aidé pendant toutes ces années et demandez-leur de vous soutenir eux aussi. Je ne suis plus la seule à pouvoir le faire. Puis la conversation s'est effilochée en petites phrases, excuses, dénégations. Ma mère a fini par fondre en larmes et s'est retirée dans la cuisine. Cassandre a recommencé à faire semblant de ne rien comprendre, répétant seulement que je remuais le passé. Mon père s'est enfermé dans son silence. Il lui était plus facile de faire semblant d'être simplement victime d'un accident que complice du système. Je suis partie sans faire de scène. Je suis simplement sortie. J'ai dit que je rappellerai quand j'aurai rassemblé des informations sur les possibilités de logement et de consultation, et j'ai fermé derrière moi la porte qui me semblait autrefois être celle de ma maison. Sur le chemin du retour, j'ai été envahie par un sentiment étrange. Au lieu d'une crise d'hystérie, j'ai ressenti quelque chose qui ressemblait à de la lucidité, comme si je m'étais enfin réveillée après une longue anesthésie. À la maison, j'ai été accueillie par le silence habituel, mon ordinateur portable sur la table et la bouilloire que personne d'autre que moi ne remplirait. Par inertie, j'ai ouvert les réseaux sociaux et c'est là que j'ai reçu ma première douche froide. Sur la page de Cassandra, une nouvelle toile émotionnelle m'attendait. Une photo de mon père dans le plâtre, de ma mère aux yeux rougis, une légende évoquant des moments difficiles et une sœur qui nous a oubliés dès qu'elle a retrouvé ses moyens. Les commentaires bouillonnaient déjà. Des parents éloignés de différents états laissaient des cœurs, des émoticônes tristes, écrivaient que tous les enfants ne sont pas reconnaissants, que sa carrière a remplacé sa famille, que c'est bien que ses parents aient au moins une fille à leur côté. Et cette seule fille aimait tout avec enthousiasme. Sous le post, on trouvait des tags tels que le sang ne s'écoule pas, famille trahie et leçon de vie. Je lisais tout cela et je sentais la colère monter en moi, claire comme du cristal. Pas brûlante, pas destructrice, mais telle qu'on pouvait la voir clairement. Ils ne se contentaient pas de prendre mon argent. Ils construisaient de leur légende dessus et m'avaient désigné comme le personnage négatif.
Ma première réaction a été de me retirer de tous ces espaces en ligne, de jeter mon téléphone par la fenêtre et de m'enfermer dans ce petit coin où je pouvais encore exercer un certain contrôle sur ma vie. Mais mes doigts ont ouvert d'eux-mêmes la conversation avec Jorin. J'ai écrit brièvement. Ma sœur a publié un post où elle me présente comme un monstre qui a abandonné ses parents avec une jambe cassée. Je pense que bientôt les autres vont le découvrir. Il n'a pas répondu tout de suite. Peut-être était-il occupé, peut-être rassemblait-il ses pensées. Pendant ce temps, en parcourant le fil d'actualité, j'ai vu nos connaissances communes de la ville critiquer discrètement ce cirque, sans condamnation directe, mais avec ce consentement tacite que j'avais déjà remarqué à plusieurs reprises dans les regards de ma famille. Finalement, il m'a répondu: Tu as tout à fait le droit de raconter ta version de l'histoire, telle qu'elle s'est déroulée, non pas pour te justifier, mais pour ne plus jamais y revenir, sinon ils parleront toujours en ton nom. Je regardais ce texte et je comprenais que c'était exactement ce qui me faisait peur. Dire la vérité qu'il serait impossible de retirer. Je me suis couchée sans répondre, mais pendant la nuit, après m'être réveillée d'un autre cauchemar où des créanciers faisaient éruption dans mon appartement, j'ai ouvert mon carnet pour la première fois de ma vie et j'ai commencé à noter des chiffres, des montants, des dates, des destinations de paiement. Tout ce qui n'existait auparavant que dans ma tête et dans mon historique bancaire. Il s'est avéré que le tableau était encore plus laid lorsqu'il était rassemblé en un seul endroit. Quand j'ai eu fini, j'ai regardé cette liste et j'ai compris, se taire après cela, c'était accepter le scénario qui avait été écrit pour moi. Pour la première fois de ma vie, j'ai eu le sentiment clair qu'il ne fallait pas simplement couper les vivres, mais appeler les choses par leur nom, une fois pour toutes, publiquement, avec toutes les conséquences que cela implique. Je ne savais pas encore comment j'allais m'y prendre, ni si j'aurais le courage de le faire. Mais quand j'ai rouvert les réseaux sociaux le lendemain matin et que j'ai vu les nouveaux commentaires sous le post de Cassandre sur la trahison du sang, et quelque chose a fait tilt en moi. Au lieu de l'échec habituel, une décision très calme mais ferme s'est imposée. Si on avait fait de moi l'héroïne du mélodrame de quelqu'un d'autre, j'écrirais ma propre version de l'histoire. Et cette fois-ci, sans censure. Écrire un post en public était pour moi comme me déshabiller en plein froid. Je n'aimais pas laver mon linge sale en public, j'avais peur que cette démarche soit irréversible, mais mon élan intérieur était désormais incontrôlable. Si je me taisais à nouveau, je resterais coupable par défaut. Non pas en raison des faits, mais en raison du rôle que tout le monde, de mes proches à mes connaissances, m'avait imposé. J'ai donc décidé, oui, c'est maintenant mon moment de vérité. J'ai commencé par quelque chose de banal. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai senti mes mains trembler et toute l'adrénaline monter dans mes doigts. J'ai longuement parcouru les relevés bancaires et les reçus électroniques. Chaque liste de virements bancaires semblait être non seulement des chiffres, mais aussi des éléments d'une chronique honnête. J'ai noté tous les paiements effectués au fil des ans, j'ai souligné les principaux. Crédits, soins médicaux, charges, même les frais de scolarité de Linor et l'achat unique d'un réfrigérateur pour Cassandra. Des captures d'écran, de brèves explications, des photos de correspondance où sa mère écrivait: Sans toi, il n'y aura rien, ma fille. Elle a passé près de 3 heures à prendre des notes. En réalité, c'était une thérapie douloureuse mais purificatrice. Jorin était en ligne à côté de moi, il m'a écrit: C'est ton histoire. Je ne te conseille rien, sois simplement toi-même. L'essentiel, c'est de ne pas en faire plus que ce que tu peux supporter. Et souviens-toi, après cela, tout changera inévitablement. Ces mots m'ont un peu apaisé et m'ont permis d'y voir plus clair. Je ne voulais pas me venger, je voulais établir une limite. Le message était composé de phrases laconiques, j'ai exposé les faits sans métaphore et sans aucun jugement. J'ai ajouté quelques captures d'écran en inventant le thème: L'aide n'est pas une source inépuisable, mais un choix personnel. Au-dessus du message figurait le montant total. En 9 ans, j'avais donné plus de 60 000 $ à ma famille. Personne ne m'a jamais demandé si j'en étais capable, si je le voulais ou si je me sentais vivante. À la fin de ce texte, j'ai écrit simplement et directement: Je ne donnerai plus d'aide financière, non par méchanceté, mais parce que chaque nouveau virement me détruit. J'ai le droit d'arrêter. Maintenant, si vous vous souciez vraiment de vos parents, vous pouvez leur montrer votre affection. Aidez-les financièrement, dans leur vie quotidienne, accordez-leur votre attention. Ne m'écrivez plus pour me dire que c'est nécessaire. J'ai déjà fait tout ce que je pouvais. J'ai cliqué sur publier vers 2 heures du matin alors que la ville dormait depuis longtemps. La sensation était à la fois vide et dense comme de l'argile humide. J'ai éteint mon téléphone, poussé mon ordinateur portable dans un coin. Je me suis assise sur le lit et pour la première fois depuis des années, je n'avais pas peur de la solitude. Elle semblait même tout à fait réelle, presque réconfortante. Des scénarios se bousculèrent dans ma tête: scandale, procès public, bannissement sur les réseaux sociaux. Je ne savais toujours pas ce qui se passerait le lendemain matin. La seule chose que j'ai comprise à ce moment-là, c'est que si tout s'écroulait après cela, qu'il en soit ainsi, mais plus avec mon argent et sans ma culpabilité. Et puis, dans cette pause, dans le silence avant les réponses du monde, pour la première fois, j'ai eu l'impression non seulement d'exister, mais aussi de contrôler au moins une de mes décisions. Je suis restée dans ce silence, sans allumer mon téléphone, sans vérifier Internet. J'étais prête à accepter n'importe quel scénario, même celui où je me retrouverais complètement seule. Mais quelque chose me disait: ce matin ne ressemblera à aucun autre. Le matin après le jeûne ressemblait à une gueule de bois sans alcool, la tête lourde, le corps comme retourné et la mémoire ne reproduisant que des fragments isolés d'un texte que je ne pouvais plus modifier. Le téléphone était posé écran vers le bas et j'ai honnêtement passé une demi-heure à tourner en rond dans l'appartement comme un prédateur dans une cage exiguë.
ambigu. Finalement, je me suis simplement assise en face, j'ai pris une inspiration et je l'ai retournée. Il y avait beaucoup de messages. Beaucoup, beaucoup. Au début, celles qui sont apparues dans mes messages privés ont attiré mon attention. Mon cousin de l'Ohio a écrit qu'il ne savait rien, mais soupçonnait que l'histoire avec l'aide de Cassandra était étrange. Une tante éloignée m'a demandé avec précaution si les montants étaient bien ceux que j'avais indiqués et a ajouté: Désolé que nous ne nous soyons jamais intéressés à ce dont tu avais besoin. Plusieurs personnes de ma ville qui ne connaissaient mes parents que superficiellement ont laissé de brefs tiens bon et tu avais le droit de faire ça, sans plus de détails, mais cela suffisait pour comprendre que tout le monde n'était pas prêt à gober la version des faits donnée par quelqu'un d'autre. Dans les commentaires publics, le tableau était plus contrasté. Une partie de la famille restait silencieuse, comme si le poste n'existait pas. Ce silence ostentatoire était encore plus éloquent que n'importe quelle indignation. D'autres s'exprimaient haut et fort. On ne lave pas le linge sale en public. Comment as-tu pu humilier ainsi tes parents? On ne compte pas l'aide donnée avec le cœur. Certains ont laissé entendre que si tu es allé dans l'espace public, c'est que tu te soucies plus de l'attention que du soutien réel. Cassandre a réagi immédiatement, mais pas comme je m'y attendais. Tout d'abord, son message sentimental avec les photos de son père dans le plâtre et les yeux pleins de larmes de sa mère a disparu. Puis, elle a supprimé plusieurs de ses derniers messages faisant allusion à une famille trahie. Et quelques minutes plus tard, j'ai vu dans mes paramètres qu'elle m'avait bloqué. Elle ne m'a pas dit un mot directement, ce qui était très inhabituel de sa part. Elle aimait toujours parler de manière à ce que je l'entende à travers les autres, plutôt que directement. Le message le plus inattendu est venu de ma mère. Il est arrivé vers midi, court, concis, comme s'il avait été tapé par des mains tremblantes. J'ai trouvé tes anciens reçus dans le tiroir de Gordon. Il ne les a pas jetés. Tu disais la vérité. Je ne sais pas quoi dire. Sous ce texte, il n'y avait ni émoticône, ni les habituels ma fille, dramatiques, seulement ce fait brut et une étrange reconnaissance de sa propre cécité. J'ai longuement regardé l'écran, mais je n'ai pas répondu. Non pas parce que je ne voulais pas, simplement parce que je ne savais honnêtement pas comment répondre sans me lancer dans une nouvelle série d'explications. J'ai posé mon téléphone, me suis préparé un thé et ai ouvert mes fichiers de travail. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis permis de vivre une journée sans être constamment prête à éteindre un incendie. Les jours suivants, j'ai même consciemment limité mon temps sur les réseaux sociaux. J'ai travaillé, communiqué avec des clients, fait des traductions, rencontré Jory en ligne et parfois Ted, qui m'a fièrement montré ses premières phrases en espagnol. J'ai appris à inspirer et expirer sans me soucier des discussions familiales. Le plus intéressant était de surprendre le mouvement automatique de ma main après avoir lu un nouveau. C'est difficile pour nous, j'avais immédiatement envie de me connecter à mon compte bancaire. Maintenant, je m'arrêtais et je me posais la question. Est-ce un besoin réel ou un déclencheur familier qui active un ancien schéma? Au bout de 3 ou 4 jours, j'ai reçu un nouveau message de ma mère. On peut se voir, pas à la maison, je ne te demanderai pas d'argent, je veux juste discuter. Cette dernière phrase semblait presque drôle, mais je comprenais que pour elle, c'était peut-être vraiment un pas en avant. Me parler sans parler d'argent. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai d'abord écrit à Jorina. Elle veut me voir, elle dit que ce n'est pas pour parler d'argent, je ne sais pas si je suis prête à écouter ses excuses. Lui ai-je envoyé et quelques minutes plus tard, j'ai reçu une réponse calme. Tu n'es pas obligé d'écouter qui que ce soit, mais si tu y vas, tu ne seras plus la même qu'avant. Maintenant, tu peux partir à tout moment sans avoir à te justifier. C'est ta nouvelle limite. J'ai accepté de la rencontrer. J'ai écrit à ma mère que nous pouvions nous voir dans un café du centre-ville où le brouhaha extérieur empêche de sombrer dans ses propres pensées. Le jour convenu, je suis arrivée un peu en avance. J'ai commandé un cappuccino et je me suis assise près de la fenêtre. Ma mère est entrée comme une femme étrangère, voûtée, plus âgée que dans mes souvenirs, vêtue d'un manteau qui lui allait soudain trop grand. Elle s'est assise en face de moi et a longtemps tourné entre ses mains la tasse que le serveur lui avait apportée. Le silence était inconfortable, mais je ne me suis pas empressée de le rompre. Finalement, ma mère a pris la parole. Je ne savais pas que ça avait l'air comme ça vu de l'extérieur, a-t-elle dit. Quand j'ai trouvé ces reçus hier, je pensais que nous avions tout détruit à l'époque, mais lui, tu vois, il les cachait dans le tiroir du bas. Tu savais pour les sommes, ai-je répondu doucement, même si tu ne savais pas exactement combien. J'en avais une idée approximative, soupira-t-elle, mais j'ai fermé les yeux. C'était plus facile de penser que tu es en ville, tu as un travail, un ordinateur, tu parles plusieurs langues. Cassandre a toujours été plus proche émotionnellement, elle n'était pas aussi attirante que toi. C'est pourquoi il semblait que, eh bien, tu étais plus forte, tu t'en sortirais. Ce tu y arriveras était presque le texte de notre mantra familial. J'ai acquiescé, mais je ne me suis pas précipitée pour la sauver de ses propres aveux. Pour la première fois, je lui ai donné l'occasion de ressentir ce que c'était que de parler sur un terrain glissant. Tu sais pourquoi j'avais tellement peur de lui dire non? Demanda-t-elle après une pause. Parce que si je refusais, elle se mettait à crier que je ne l'aimais pas autant que toi, que j'étais toujours de ton côté. Alors en fait, eh bien, je choisissais le silence et en fin de compte, je choisissais son camp. Contre toi. Il n'y avait pas de belle pathétique repentante dans sa voix, seulement la constatation fatiguée qu'elle avait choisi la moindre résistance, et celle-ci se trouvait toujours là où j'étais. Je ne te demande pas de détester Cassandra, ai-je dit, je ne te demande qu'une chose, ne plus faire de choix à mes dépens. Je ne suis pas obligée d'être plus forte simplement parce que vous en avez décidé ainsi. J'ai aussi mes limites, et maintenant elles vont s'appliquer, même si vous voulez à nouveau fermer les yeux. Maman acquiesça en baissant les yeux vers sa tasse.
Je ne veux pas que tu penses que j'ai l'intention de me venger, ai-je ajouté. Je ne vais rien prendre à personne, je ne vais pas raconter en détail ce qui s'est passé à tout le monde. Je ne vais simplement plus payer et je ne laisserai plus personne m'utiliser comme argument, ni dans vos disputes, ni dans ces publications. C'est tout. Et si vraiment nous... Elle s'interrompit mais s'arrêta à temps. Non, j'ai compris. Tu l'as déjà dit, tes limites ne sont pas négociables. Ces mots sonnaient étrangement, comme un texte étranger dans la bouche de ma mère, mais prononcé tout de même. Je me suis surprise à ne ressentir ni colère ni joie, seulement un intérêt calme et détaché. Tiendra-t-elle sa parole quand les choses deviendront vraiment difficiles? Nous avons continué à discuter un peu de choses insignifiantes, du temps, du traitement de la jambe de Gordon. Il s'est avéré que plusieurs membres de la famille ont été déjà venus aider. Certains apportèrent des provisions, d'autres proposèrent de les accueillir chez eux. Autrement dit, lorsque j'ai cessé d'être la principale source d'aide, le système a tout de même trouvé d'autres solutions. Elles n'étaient pas idéales, pas aussi confortables, mais elles étaient réelles. Lorsque nous sommes sortis du café, l'air était frais mais pur. Ma mère est partie d'un côté, moi de l'autre. Aucune de nous n'a essayé de prolonger le moment des adieux. Je ne me suis pas retournée, je n'ai pas cherché son regard, je n'ai pas ressenti le besoin de courir après elle pour lui expliquer quelque chose, comme d'habitude. Et c'est justement l'absence de ce besoin qui m'a semblé être le plus grand changement. Sur le chemin du retour, j'ai soudain compris que je ressentais un étrange soulagement qui ne reposait pas sur l'espoir que tout s'arrangerait. Il s'agissait plutôt d'accepter que tout se passerait comme prévu, mais plus à mes dépens. Dans les transports, j'ai ouvert une conversation avec Jorin et lui ai écrit: J'ai vu ma mère, je lui ai dit que mes limites n'étaient pas négociables. Elle a semblé comprendre, on verra bien comment ça se passera. La réponse est arrivée alors que j'étais déjà arrivée chez moi. Seul le temps nous dira si elle l'a entendu aujourd'hui ou non. L'important, c'est que tu t'es entendu toi-même. C'est, semble-t-il, la première fois. Debout sur le palier, les clés à la main, j'ai compris qu'il avait raison. Pour la première fois de ma vie, je n'attendais pas d'évaluation extérieure. Je ne cherchais pas à savoir si on me considérait comme une bonne fille ou une égoïste. J'ai simplement fait ce que je pouvais supporter et j'ai renoncé à ce qui me détruisait. Et c'est à ce moment précis qu'un nouveau message est arrivé sur mon téléphone provenant d'un numéro inconnu, laconique, sans salutation. Tu es contente. Tes publications ont détruit notre famille. J'espère que tu auras le courage de me rencontrer en face à face pour en discuter. À la fin, il y avait une signature: Cassandre. La rencontre avec Cassandra n'a pas eu lieu dans la cuisine familiale ni dans le salon parmi les vieilles photos, mais dans un café démodé à la périphérie de la ville où, enfants, nous mangions des glaces et nous disputions pour savoir qui était le plus responsable d'avoir cassé le vase. Cassandra est venue sans son enfant ni son petit ami, le visage masqué par une expression sévère. Il n'y avait pas de théâtre d'yeux larmoyants, de pathos ni de dispute, seulement une femme épuisée, un peu désorientée, qui avait depuis longtemps cessé d'être celle avec qui il était facile de se disputer. Tu penses avoir gagné? Commença Cassandra sans préambule, sa voix était tendue et monocorde. Je n'ai pas joué à la guerre, répondis-je. Si pour toi la vérité est une défaite, je ne peux que te plaindre. Tu as tout gâché, maintenant personne ne pourra nous aider comme toi. Peut-être que c'est mieux ainsi. Vous devez vraiment apprendre à construire votre vie vous-même, plutôt que de vivre grâce à mes ressources. La conversation s'est transformée en un échange simple et enfin franc d'insultes et de douleurs. Cassandra a avoué qu'elle était jalouse de moi depuis l'enfance, qu'elle ne supportait pas l'idée que je puisse être meilleure qu'elle et qu'elle imaginait donc des scénarios dans lesquels elle était la plus importante. Je n'ai pas contesté, j'ai simplement écouté, sans sauver, sans juger, sans convaincre. Nous avons parlé pendant environ 1 heure. Pas d'étreinte, pas de réconciliation, chacune est restée avec son choix. J'ai dit que je ne serais plus ni donatrice financière, ni soutien moral, c'est désormais mon choix. Cassandre ne s'est pas excusée, elle a juste lancé pour finir: Maintenant, tu vas voir ce que c'est que d'être seule. Tout s'est terminé ainsi. Pas une belle scène, mais une fin froide et honnête à un jeu qui durait depuis des années. Le soir même, en rassemblant mes affaires pour déménager, j'ai senti que le poids de la responsabilité que je portais depuis des décennies commençait à s'estomper. Je n'avais envie ni de prouver que j'avais raison, ni de convaincre qui que ce soit de la justesse de mes actes. J'ai simplement décidé de continuer à vivre. Le déménagement chez Jorin s'est avéré peu fastueux, un petit appartement près de chez lui, une routine domestique simple, faire les courses selon la liste, des dîners sans projet pour l'éternité, des matins autour d'un café partagé et des soirées dans le silence. Ted m'a accepté non pas comme une nouvelle maman, mais plutôt comme une adulte à qui on peut faire confiance et avec qui on peut discuter des événements scolaires sans craindre que quelqu'un manipule les sentiments. Je réponds honnêtement sans essayer de sauver ou de m'approprier l'histoire de quelqu'un d'autre. Peu à peu, j'accepte de nouvelles traductions de l'italien et du français. Les clients européens apprécient mon style et mon intégrité. Le travail ne devient pas le sens de ma vie, mais il m'aide à me sentir indépendante et utile. Dans les milieux professionnels, les rumeurs sur le scandale familial s'estompent rapidement. La compétence et la fiabilité sont plus appréciées que n'importe quelle histoire sociale. Ma mère m'écrit parfois, brièvement, sans drame, sur la vie quotidienne, la santé de Gordon, une nouvelle promotion au supermarché ou le fait que la famille a aidé avec les médicaments. Je vois que mon message a eu un effet. Désormais, mes parents ne sont plus seuls, d'autres ont pris une partie de la responsabilité. Ce n'est plus mon fardeau personnel et je cesse enfin de me sentir comme la seule source de survie pour toute la famille.
Cela devient particulièrement perceptible lorsque les premières soirées agréables avec Jorin et Ted apparaissent. Le garçon apprend des phrases en italien pour l'école, dit qu'il veut goûter la pizza que je prépare et m'invite à la présentation d'un livre à la bibliothèque locale. Quand je reçois un nouveau message de ma mère, sans plainte cette fois, juste avec des nouvelles de sa vie, je comprends que le système a changé. Ma limite, proclamée publiquement, est devenue réalité. Je ne vis plus sous le poids du passé et n'attends plus l'appel qui me forcera à sauver à nouveau. Le soir, lorsque Jorin fait la vaisselle et que Ted fait ses devoirs, je ressens un bonheur étrange, pas prétentieux mais ordinaire, quand on peut se détendre et ne rien avoir à prouver à personne. Ici même, dans le calme de notre maison, Jorin me propose, et si on essayait de vivre ensemble officiellement, sans promesse pour toujours, on sera simplement une famille, si tout se passe bien. Je le regarde, puis je regarde Ted qui lève à peine la tête et hoche la tête. Et à ce moment-là, j'ai envie de croire qu'une vraie famille, ce n'est pas une question de salut, mais simplement de personnes qui choisissent d'être ensemble. Mais vais-je réussir à maintenir cet équilibre? Je ne peux même pas encore répondre à cette question. L'année s'est écoulée si discrètement, comme si la vie avait enfin appris à couler paisiblement, sans alarme constante dans ma tête. Je vivais avec Jorin et Ted dans leur maison à la périphérie de la ville, où les rues sont larges, les arbres anciens, et les voisins se saluent sans rien vous demander de plus. Notre vie était simple, travail, école, dîner sans chichi, parfois des voyages dans de petites villes où je pouvais parler librement italien avec les touristes ou aider quelqu'un en français dans un restaurant. Cette liberté, ne pas acheter la sympathie de quelqu'un, mais simplement être utile parce que je le veux moi-même, me semblait encore être une sorte de miracle. Mais les cicatrices du passé restaient. Parfois, quand un ami ou un client évoquait des problèmes financiers, je me surprenais à tendre automatiquement la main vers mon téléphone pour ouvrir mon compte bancaire, transférer une somme d'argent et venir à son secours. Avant, je le faisais sans réfléchir, comme je respirais. Maintenant, je m'arrêtais et me posais une question simple. Est-ce que je le veux vraiment ou est-ce encore le vieux déclencheur de la culpabilité? Le plus souvent, c'était le déclencheur. Et alors, je prenais simplement une inspiration, posais le téléphone et vaquais à mes occupations. Cela ne signifiait pas que j'étais devenue indifférente. J'avais simplement appris à faire la différence entre l'aide et l'autodestruction. Mes relations avec mes parents restaient distantes, mais elles n'étaient en plus hostiles. Ma mère m'écrivait de temps en temps, brièvement, sans drame, pour me parler du temps, du fait que la jambe de Gordonov avait repoussé, mais qu'il n'était plus aussi actif qu'avant, ou encore que mon cousin de l'Ohio était venu et avait aidé à réparer la canalisation d'eau. Parfois, elle ajoutait quelque chose comme merci de nous avoir réveillés. Nous ne comprenions pas à quel point c'était difficile pour toi. Ces mots ne guérissaient pas le passé, mais ils faisaient au moins comprendre que quelque chose avait changé. Je ne savais presque rien de Cassandra. Parfois, ma mère laissait entendre que ma sœur avait déménagé dans une autre ville, vivait avec un nouvel homme, appelait rarement, mais elle ne donnait pas de détails. Cela me convenait. Je ne cherchais pas d'informations supplémentaires, je ne suivais pas ses réseaux sociaux. Elle avait fait son choix, moi aussi. Ce n'était ni une réconciliation, ni une vengeance, juste deux vies séparées qui ne se croisaient plus. Un samedi matin, alors que j'étais assise dans la cuisine avec une tasse de café et que je traduisais un extrait d'un roman français sur les secrets de famille, j'ai reçu un email. L'objet était simple, de Linor. Je ne l'ai pas ouvert tout de suite. J'ai d'abord longuement regardé l'écran, sentant quelque chose se serrer en moi. Linor, cette petite fille qui m'avait dit un jour à table, tu n'es personne. Elle doit avoir presque 9 ans maintenant. J'ai fini par l'ouvrir. Le message était écrit d'une écriture enfantine mais soignée, scannée et joint en pièces jointes. Le texte était court mais sincère. Tante Solène, je m'appelle Linor. Je ne sais pas si tu te souviens de moi. Je suis la petite fille qui t'a dit des mots méchants à la table de ma grand-mère. J'ai très honte. À l'époque, je ne comprenais pas que cela faisait mal. Maman disait que tu n'aimais pas notre famille, mais grand-mère m'a dit la vérité, que tu les as aidés pendant de nombreuses années et que j'ai été impolie. Maintenant, maman vit loin et je ne la vois presque plus. Je suis très triste. J'aimerais te rencontrer un jour si tu n'es pas fâchée. Je veux m'excuser. Linor. J'ai relu la lettre 3 fois. Chaque mot m'a touché plus profondément que je ne m'y attendais. Ce n'était pas Cassandra, ni ses manipulations, c'était une enfant qui essayait de comprendre pourquoi son monde s'était effondré et qui cherchait quelqu'un qui pourrait lui donner des réponses. Une partie de moi voulait répondre immédiatement, embrasser cette fille à travers l'écran et lui dire ⁇ Tout va bien, tu n'es pas responsable ⁇ Mais une autre partie, celle qui se souvenait à quel point ces mots avaient été douloureux à entendre, me rappelait ⁇ Sois prudente, ne prends pas plus que ce que tu peux supporter ⁇ Je me suis levée de table, j'ai traversé la pièce, j'ai regardé par la fenêtre la rue où Ted faisait du skate avec les garçons du quartier. Jorin travaillait dans son bureau à l'étage. Je ne suis pas allée le voir tout de suite, j'ai d'abord laissé libre cours à toutes les émotions que cette lettre avait fait naître en moi, la tristesse, la colère, le regret, l'espoir, tout en même temps comme un vieux nœud que je pensais avoir déjà démêlé. Le soir, alors que nous étions assis à table, un simple plat de pâtes à la sauce tomate que j'avais appris à préparer dès les premiers mois après notre déménagement, j'ai montré la lettre à Jorin. Il l'a lue en silence puis m'a regardée. Que ressens-tu m'a-t-il demandé. Je ne sais pas, ai-je répondu honnêtement. Je comprends que c'est une enfant, elle n'est pas responsable de qui est sa mère. Mais je sais aussi que si j'ouvre cette porte, je risque d'ouvrir tout le reste. Cassandra pourrait essayer d'utiliser Linor comme un pont vers moi, ou alors Linor veut simplement avoir un lien avec quelqu'un de sa famille parce qu'elle se sent seule.
Tu n'es pas obligé de tout faire tout de suite, dit Jorin calmement. Tu peux par exemple communiquer en ligne sans promettre de rencontre, sans impliquer d'autres personnes. Juste toi et elle. Et si cela devient inconfortable, tu as le droit d'arrêter. Ces paroles m'ont aidé. J'ai compris que je n'avais pas à choisir entre m'ouvrir complètement ou me fermer complètement. Je peux y aller progressivement en testant mes propres limites. Le lendemain, j'ai répondu, une réponse brève mais honnête. Linor, merci pour ta lettre, j'ai été ravie de la recevoir. Ce que tu as écrit demandait du courage et je l'apprécie. Oui, j'ai souffert à ce moment-là, mais je comprends que tu étais petite et que tu ne connaissais pas toute l'histoire. Je vis maintenant dans une autre ville et j'ai ma propre vie. Mais si tu veux, nous pouvons communiquer en ligne, par courrier ou par appel vidéo. Peut-être que nous nous rencontrerons même un jour. Je ne promets pas que tout sera comme avant, mais je suis prête à discuter avec toi. Tu n'es pas responsable de ce qui s'est passé entre les adultes. Sélénia. J'ai envoyé la lettre et j'ai ressenti un étrange soulagement. Je n'ai pas fermé la porte pour toujours, mais je ne l'ai pas non plus ouverte en grand. J'ai simplement laissé une petite fente pour l'enfant qui peut-être cherche aussi sa voie dans ce monde confus des drames familiaux. Le soir, j'étais assise sur le porche avec Jorin. Ted dormait déjà, la ville s'endormait lentement. Nous étions silencieux, regardant simplement le ciel étoilé. Tu sais ce qui est le plus étrange ai-je dit. Il y a un an, j'avais peur d'être seule sans eux, et maintenant je comprends. Je n'ai jamais été aussi seule que lorsque j'étais entourée d'eux. Jorin acquiesça. La solitude, ce n'est pas une question de nombre de personnes autour de toi, c'est une question de savoir s'ils te voient tel que tu es vraiment. Il avait raison, pour la première fois de ma vie, j'étais entourée de personnes qui ne me voyaient pas comme une source de ressources, comme une sauveuse, comme un outil pratique, mais simplement comme Sélénia, une femme avec ses propres limites, ses rêves, ses peurs et le droit à l'erreur. Je ne savais pas comment mon histoire avec Linor allait se terminer. Peut-être que nous trouverions un terrain d'entente, peut-être pas, peut-être que Cassandra essaierait d'intervenir, peut-être qu'elle nous laisserait tranquilles, mais maintenant je savais une chose, quoi qu'il arrive, je n'achèterai plus l'amour de quelqu'un avec de l'argent, je ne sauverai plus personne à mes dépens. Mes limites ne sont pas un mur, mais les fondations sur lesquelles j'ai enfin construit ma propre vie. Et cette vie, malgré toutes les cicatrices du passé, s'est avérée étonnamment réelle.